Moi, je ne vois pas de scénario où David Savard peut rapporter aux Canadiens quelque chose qui vaut plus cher que David Savard. Un choix de fin de premier tour, certainement. Entre certainement dans cette catégorie-là. Euh, Mhm. Moi, on en a déjà parlé, là, Ouais. mais moi, je vais voir Oui, mais ça il a comme déjà un... été échangé pour un choix de première ronde et il est encore David Savard. Tu sais, le Lightning de Tampa Bay avait donné un choix de premier tour pour acquérir ses services il y a quelques années. Alors, tu sais, souvent, la valeur d'un joueur, La qualité de son jeu. On peut lui coller une valeur en fonction de son rendement et de qui il est comme joueur, mais la valeur est aussi déterminée par les besoins, par la demande à travers la Ligue. Alors, des fois, il y a des joueurs qui vont obtenir plus que ce qu'on le croirait capable d'aller chercher, mais c'est simplement parce qu'il répond à un besoin. Puis des défenseurs défensifs, droitiers, à ce temps-ci de l'année, avec le profil de David Savard, pour des équipes qui ambitionnent de faire un long parcours en séries éliminatoires, c'est le genre de défenseur qui vaut son pesant d'or. Tu regardes les Maple Leafs de Toronto, année après année, se cassent la margoulette parce que finalement, ils ont beau vouloir marquer début à la tonne puis essayer de vaincre l'adversaire 6-5. Ils n'empêchent pas l'adversaire de marquer des buts suffisamment pour pouvoir continuer leur route en série. Puis je ne serais pas surpris, moi, que Brett Treliving se dise on est allé chercher Ilya Lyubushkin, mais ça va nous en prendre un autre, puis on n'aura pas. Il l'a dit vendredi dernier, on n'a jamais trop de défenseurs, puis je suis prêt à donner un choix de première ronde pour aller chercher quelqu'un qui va combler un besoin et que ce serait de préférence un joueur qui n'arrive pas en fin de contrat et sur qui on va pouvoir compter la saison prochaine. Fait que finalement, rapidement, on réalise que David Savard coche quand même assez de cases du côté de Toronto. Oui, je me suis peut-être mal exprimé. Là. Ce que je veux dire, c'est que oui, je pense que c'est tout à fait possible que Savard génère ce genre de retour-là. Moi, ce que je dis, c'est que Savard, pour le Canadien, vaut plus que... C'est plus important de l'avoir avec les jeunes que d'avoir un autre choix de première ronde, de fin de première ronde. En plus, il faut garder du salaire. Puis là, je vais faire une parenthèse juste là avant d'oublier, parce que cette adéquation-là avec Toronto est revenue abondamment dans les médias. Mais depuis quand Montréal et Toronto transigent des joueurs importants à date limite des transactions? Je veux dire... Non? Il me semble on voit... Écoute, si Edmonton puis Calgary ou Calgary puis Vancouver font des échanges ensemble, je vois pas pourquoi ça ne pourra pas fonctionner du côté de Montréal. Là. C'est pas deux équipes. Honnêtement, là, peu importe que ce soit ton rival parce qu'il est à 200 km de chez vous ou une équipe à l'autre bout du continent, la seule chose qui importe, c'est d'où vient ta meilleure offre. Je pense pas que si le Canadien obtient le retour qu'il veut pour David Savard, il ne se souciera pas du fait que David Savard pourrait revenir le hanter la saison prochaine. C'est pas ça. C'est juste qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir que des équipes vont être disposées à négocier l'une contre l'autre parce qu'elles sont rivales. Il y a un aspect folklorique et un peu traditionnel derrière ça. Mais si jamais la meilleure offre provient d'un de tes principaux rivaux, prends-la puis pars avec. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Ouais, mais surtout que ce ne sont pas deux équipes qui sont appelées à s'affronter en séries éliminatoires. Là. Avant longtemps, avant un certain temps. C'est ça. Mais c'est ça, le capital de leadership qu'il y a dans cette équipe-là, d'expérience combinée au leadership, il faut faire attention quand tu commences à dilapider ça, parce que quand tu le perds... une équipe peut s'écarter du chemin. Tu parles du Canadien? Oui, je parle du Canadien et de beaucoup d'équipes, à un moment donné, dont la reconstruction dure tellement longtemps que tu es obligé d'importer 2 ou 3 générations de vétérans qui viennent d'ailleurs. Puis là, tu perds le fil, là, tu perds la culture, tu perds... c'est comme une mère qui perd ses petits. Là. Alors, il faut faire attention à ça parce que Savard a un rôle très important là-dedans. Et si le Canadien est sérieux dans sa reconstruction, il faut tenir compte de ça aussi. Tu as l'objectif de reconstruire, mais ça prend des appuis solides dans le vestiaire si tu veux maintenir le cap là-dessus. Enfin. C'est sûr que Sean Monahan, quand il a été échangé, ça a créé une petite onde de choc dans le vestiaire parce que c'était un vétéran réputé. Puis ça en serait une deuxième si Savard devait changer d'adresse parce que c'est vraiment le grand frère. Il y a certains jeunes défenseurs qui le considèrent pratiquement comme un entraîneur adjoint. Alors, effectivement, il y a un côté mentorat. Dans une équipe en développement, tu veux t'assurer que tes jeunes joueurs soient bien encadrés, puis tu ne veux pas arriver sous le seuil minimum vital de cette expérience-là pour encadrer les jeunes, parce que sinon, ça peut
ils se ramassent à être laissés à eux-mêmes. Alors, c'est sûr que c'est un facteur dont l'équipe doit tenir compte. Quoique ce premier choix hypothétique est peut-être très, très fin pédagogue, là. On ne le sait pas. Bon. Mais c'est parce que, écoute, je sais que Alexandre Gascon il s'est lancé dans une envolée l'autre jour en disant, ben là, quand est-ce qu'on va en avoir assez des choix de première ronde? C'est une bonne question. Je ne suis pas loin de lui. On est pas mal, ouais, moi aussi. Oui, mais c'est parce que ça demeure quand même une monnaie. Ça demeure quand même une monnaie d'échange que le Canadien a à sa disposition pour pouvoir s'améliorer de manière rapide. Fait que c'est pas d'accumuler des choix pour dire, ben on veut s'assurer de pouvoir repêcher 6e, 23e, 28e. À un moment donné, c'est vrai qu'en termes de choix, il y a un nombre limite de joueurs que tu vas réclamer, mais ça devient quand même du capital pour des équipes qui sont prêtes à faire des changements, qui viennent de faire une poussée en série, qui arrivent au bout du chemin et qui disent, bon, finalement, on n'a rien gagné, puis notre réserve de choix au repêchage est à sec. Comment on peut se renflouer? Rendu au repêchage, c'est bizarre parce que à quelques mois du repêchage, on pense tout le temps que rendu à 25, 26, il n'y aura plus de bons joueurs disponibles. Mais en même temps, pour avoir couvert énormément de repêchage, je sais que tout le monde n'a pas la même liste. Puis quand tu arrives en fin de première ronde ou le lendemain matin, à l'équipe qui a le premier choix de la deuxième ronde, il y a encore de très bons joueurs qui sont disponibles aux yeux des organisations. Ils ont évalué certains espoirs en se disant tel gars, par exemple, il est 12e sur notre liste, puis on arrive au jour 2, puis le gars il est encore disponible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller le chercher? Fait que c'est pas le 25e choix, c'est pas le 25e meilleur joueur parce que les listes ne sont pas les mêmes partout. Puis à un moment donné, il faut accepter, il y a une variabilité là-dedans qui fait en sorte que c'est un outil d'échange qui est réel. Fait que quand on va chercher un choix de première ronde, ce n'est pas nécessairement pour continuer d'aller chercher des gars de 18 ans qui vont prendre 5 ans avant de se développer, mais c'est de trouver des manières d'accélérer le développement de l'équipe et de dire comment on peut aller chercher un autre Kirby Dach, un autre Alex Newhook, des choses comme ça. Alors, je pense que c'est beaucoup plus dans cette idée-là que d'échanger David Savard. Ça te permettrait d'aller chercher des forces fraîches qui pourraient t'aider dès la saison prochaine. D'accord. Enfin, on y reviendra. On verra bien comment ça va se passer. Parce que des Kirby Dach, il n'en reste pas des tonnes non plus. On s'est prêté un peu à cet exercice-là. Puis je veux bien croire là, que ça prend des munitions pour aller chercher des joueurs comme ça. Mais des joueurs comme ça, il n'y en a pas non plus 12. Mais il n'y en a pas 12. Il y en a peut-être 10. Ça dépend combien tu es prêt à payer en termes d'argent aussi. Si tu es prêt à ramasser beaucoup de salaire, il y a des équipes qui vont être prêtes à en laisser partir des joueurs qui, finalement, au plan de la masse salariale, ça commence à devenir étouffant. Je sais très bien que le plafond va augmenter, mais même à ça, le Canadien est dans une position salariale quand même très intéressante pour pouvoir ajouter du salaire. Fait que ça, jusqu'à maintenant, aller chercher une Cadillac là, à 9 ou 10 millions, ça ne servait pas vraiment les intérêts du Canadien de le faire trop tôt. Mais à mon sens, si ça ne se passe pas cet été, ça va se passer l'été suivant. Mais je pense qu'on va assister bientôt à un virage de la part de l'organisation du Canadien pour essayer justement de peser, excusez-moi, là, je fais des métaphores de voiture, mais de peser sur l'accélérateur pour pouvoir faire en sorte que cette reconstruction-là passe à la prochaine étape. Es-tu à Détroit ou à Nashville? Oui, c'est ça. Je me pose la question. Non, mais ça va m'intéresser, les modèles de chars disponibles quand la date limite des transactions va être passée, parce qu'il va falloir se trouver autre chose. Hein? Parce que dès la semaine prochaine, c'est repêchage. Tous les jours. Non. On va tomber. Je sais qu'à Ottawa, il y a une Pinto, par exemple.